Bonjour tout le monde et on est ravis de vous accueillir nombreux pour cette session autour des basiques REACH et SLP. Donc pour certains, ce sera sûrement un peu une redite et une mise à jour de vos connaissances sur les règlements aujourd'hui. Et bien sûr, pour d'autres, c'est sûrement la première fois que vous allez avoir un peu plus d'informations sur ces règlements. Donc tout d'abord, sur cette présentation, voici un petit sommaire de ce que je voulais présenter aujourd'hui. Donc tout d'abord, des généralités sur le règlement REACH, pour faire un petit rappel exactement de ce qu'est cette réglementation. Et après, je vais aller un peu plus en détail dans les procédures du règlement REACH, qui sont l'enregistrement, l'autorisation, la restriction et l'évaluation. Donc pour commencer, quelques généralités sur les règlements REACH. Donc le règlement REACH, c'est le règlement 1907-2006 et dont l'acronyme en anglais signifie donc enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Et c'est un règlement qui est en vigueur depuis 2007. Ce règlement a pour but de protéger la santé humaine et l'environnement, mais également d'améliorer la compétitivité de l'industrie chimique. Au niveau européen, c'est l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, qui est au centre de la mise en œuvre de ce règlement, entre autres, pour assurer une certaine cohérence au niveau de l'Union européenne pour tout ce qui est information sur ces règlements. À savoir qu'il y a une révision du règlement qui est en cours. Une première proposition législative est prévue pour le quatrième trimestre de cette année. Donc nous espérons pouvoir vous donner plus d'informations sur le sujet d'ici la fin de l'année. Donc le sujet est toujours en cours. On ne sait pas exactement si ce sera une refonte complète du règlement ou si simplement il y aura des amendements sur certains articles du règlement REACH. Donc après, notamment sur les sujets clés de cette révision, je pourrais mentionner dans le domaine de tout ce qui est évaluation des risques, la mise en application du système Generic Risk Management Approach, qui est en cours de discussion. Il est également question de réformer les procédures d'autorisation et de restriction, entre autres, et également la question de l'enregistrement des polymères. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre nos actualités. Bien entendu, du moment où on a des nouvelles sur le sujet, vous en serez informés et éventuellement une session supplémentaire pourrait être faite pour vous présenter tous ces changements. À l'heure actuelle, si vous voulez consulter le règlement REACH, vous pouvez vous rendre sur le journal officiel et une version consolidée qui inclut toutes les dernières modifications est disponible. Donc, concernant le champ d'application du règlement REACH, donc c'est un règlement, donc par défaut, il s'applique directement à tous les États de l'Union européenne, donc les 27 États membres, ainsi que les 3 États de l'espace économique européen, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Ce règlement-là couvre une large gamme de produits, de substances, mais n'est pas applicable à certaines substances, notamment tout ce qui est substances radioactives, par exemple, tout ce qui est substances, mélanges et articles qui se trouvent en dépôt temporaire de zone franche, les intermédiaires non isolés, tout ce qui est lié au transport des substances et mélanges et aux déchets. De même, il peut exister certaines exemptions dans les États membres, notamment par exemple dans le cadre de la défense nationale. Alors, je ne l'ai pas mentionné dans ce slide au niveau écrit, mais aussi il existe certaines exemptions au niveau de certaines obligations, type l'enregistrement, qui par exemple ne concernera pas toutes les substances dans le cadre de l'usage alimentaire ou des médicaments. Également des exemptions d'enregistrement pour les substances qui sont incluses à l'annexe 4 et 5 du règlement REACH. Et à l'heure actuelle, les polymères, mais comme je l'ai indiqué précédemment, avec la révision du règlement REACH, ceci pourrait changer à l'avenir. Donc, concernant la mise en œuvre au Luxembourg, donc on a en complément du règlement REACH la loi du 16 décembre 2011 qui concerne notamment tout ce qui est modalités d'application et de sanctions relatives à REACH, mais aussi à SLP, et qui se nomme en général paquet REACH, pour être plus simple. L'autorité compétente au Luxembourg, c'est le ministère qui est responsable de l'environnement, et l'administration compétente est l'administration de l'environnement, l'AEV. Il y a également une coopération interadministrative qui inclut l'AEV ainsi que d'autres administrations luxembourgeoises. Et il y a un comité interministériel qui supervise l'application de ces règlements. Concernant le paquet REACH, comme je l'ai indiqué, c'est la loi du 16 décembre. Donc c'est une loi qui remplace un ancien paquet REACH qui datait de 2009, donc qui inclut donc cette loi qui concerne tout ce qui est contrôle et sanctions au niveau du Luxembourg. Sur ce cadre-là, au niveau du LDEX, nous ne sommes pas les personnes compétentes pour pouvoir vous répondre sur ces sujets-là. C'est l'AEV qui reste en charge aspect mise en œuvre et contrôle. Mais par exemple, à titre d'exemple, dans le règlement qui a été mis à jour en 2019, en cas d'infraction, par exemple, vous pouvez être sanctionné d'une amende qui peut aller jusqu'à 500 000 € et voire même 3 ans de prison.
Donc ça, c'est ce qui est intégré dans la loi. Mais si vous avez plus de questions sur ce sujet-là, c'est l'AEV qui sera à même de pouvoir vous répondre. Et l'autre texte de ce paquet riche, c'est le règlement grand-ducal de décembre 2011 qui, lui, abroge un règlement qui concernait les fiches de données de sécurité. Or, souvent, ça inclut notamment les informations relatives à la langue que vous devez utiliser lorsque vous faites des fiches de données de sécurité et les étiquettes pour les produits mis sur le marché au Luxembourg. Avant de rentrer dans les détails de tout ce qui est procédure au niveau du règlement REACH, j'ai fait une petite slide de rappel pour ceux qui commencent juste un peu à mettre le nez dans le règlement REACH en vous donnant un peu les différents rôles de ce règlement. Donc pour commencer, plus simplement, en termes de rôle, c'est lorsque les rôles que vous pouvez avoir en fonction des produits qui sont fabriqués au niveau de l'Union européenne. Donc dès lors où vous allez fabriquer une substance, dans le cadre de REACH, vous êtes un fabricant. Si on commence à parler de fabrication de mélanges, vous êtes alors considéré dans le cadre de REACH comme un utilisateur en aval et plus particulièrement formulateur. Donc à savoir que dans la définition légale d'utilisateur en aval, le formulateur est inclus. Et dans le cadre de la fabrication d'un article, à ce moment-là, dans le cadre de REACH, vous devenez un producteur d'articles. Donc là, c'est simplifié, c'est toujours évalué au cas par cas, hein. Chaque entreprise est responsable d'évaluer son statut vis-à-vis de REACH pour connaître ses obligations. Donc là, j'ai fait vraiment le cas où on fabrique en Europe, mais dans le cas où on s'approvisionne, donc, et où il y a différentes sources d'approvisionnement possibles. Au niveau de l'approvisionnement européen, si vous achetez vos substances, vos mélanges au sein de l'Union européenne, vous êtes considéré comme un utilisateur en aval. Et dans le cadre où vous approvisionnez, vous achetez vos articles au sein de l'Europe, là, vous devenez un destinataire d'un article. Les choses changent et les obligations vont changer si vous décidez de vous approvisionner en dehors de l'Union européenne. Que ce soit substance, mélange, article, du moment où vous l'achetez en Europe et vous le mettez sur le marché ou l'introduisez sur le marché européen, vous devenez importateur. À savoir, dans le cadre de l'approvisionnement hors Europe, il est possible qu'il y ait ce qu'on appelle un représentant exclusif qui soit nommé. Et alors, si vous, en tant qu'entreprise, vous savez que vous avez un représentant exclusif qui est nommé, là, le statut devient d'importateur utilisateur en aval. Donc maintenant, pour aller un peu plus loin dans les procédures, donc tout d'abord la procédure d'enregistrement, qui a certains points généraux. Donc tout d'abord avec un objectif principal, qui est avant tout de disposer d'informations sur l'ensemble des substances qui existent sur le marché européen et de pouvoir aussi démontrer que les risques pour la santé humaine et l'environnement sont maîtrisés. Et de cette procédure, on a deux principes qui ressortent, qui sont le premier, pas de données par le marché. Si vous importez fabriqué à plus d'une tonne, donc vous êtes obligé de faire l'enregistrement avant de pouvoir mettre sur le marché votre substance. Et l'autre principe qui est une substance, un enregistrement, c'est-à-dire que lorsque vous devez enregistrer, plusieurs entreprises doivent enregistrer la même substance, vous ne pouvez pas faire individuellement un enregistrement, vous devez faire un enregistrement dit conjoint. Ça, c'est les obligations légales. Il existe un règlement spécifique obligeant donc les entreprises à faire l'enregistrement conjoint. Comme déjà indiqué, ça va concerner toutes les substances fabriquées, importées à un tonnage supérieur à 1 tonne par an, qu'elles soient dangereuses ou non. Les acteurs qui seront donc concernés, tous les fabricants, importateurs de substances et également éventuellement le représentant exclusif d'un fabricant non européen. Alors quand on passe substance, c'est substances telles quelles qui sont incluses dans un mélange ou dans des articles. Et la procédure, comment faire ce dossier d'enregistrement? C'est un dossier qui doit être déposé auprès de l'Agence européenne des produits chimiques et les données à fournir dans ce dossier d'enregistrement sont fonction du tonnage qui sera à enregistrer. Donc ça, ces informations-là sont fournies dans l'ensemble des annexes du règlement REACH. Donc là, après, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques d'un enregistrement ou de comment fonctionne l'enregistrement. On vous donne un aperçu général. Mais tenez quand même à revenir sur le cas de l'importation, qui est en soi peut-être, sur le coup, on pourrait dire facile, puisqu'on se dit, suivant la définition d'importation, que c'est la personne qui introduit sur le marché européen le produit qui est responsable de l'enregistrement. Ça peut être parfois très complexe. Donc, on dit normalement, si vous achetez en dehors de l'Europe, vous êtes importateur. Donc, souvent, l'importateur, ça va être celui qui est chargé d'être le destinataire final de la marchandise. Mais c'est toujours à évaluer au cas par cas,
parce qu'il peut arriver que ça peut dépendre du fait de qui va être responsable de la commande ou qui est chargé des formalités douanières et de tout ce qui est Incoterms, donc les conditions internationales de vente. Donc c'est vraiment à vous, entreprise, de savoir exactement dans quel cas vous allez être par rapport à l'importation. Et dans ce cas-là, si vous êtes identifié importateur, vous avez donc l'obligation d'enregistrement. Je l'ai mentionné juste avant, dans le cas de l'approvisionnement hors Europe, on peut avoir le cas où un représentant exclusif est nommé. Alors ce représentant exclusif, souvent on utilise l'acronyme OR qui vient de l'anglais, et qui peut désigner l'OR, ça va être le fabricant qui est situé en dehors de l'Union européenne. Donc ça, c'est le règlement REACH qui le précise à son article 8. Donc c'est seulement l'entreprise hors Europe qui désignera ou non un représentant exclusif. Qui peut être ce représentant exclusif? Donc ça va être une entité légale qui est établie dans l'Union européenne. Donc parfois ça peut être un importateur, un client de l'entreprise hors Europe qui est désigné pour ce rôle-là. Et dans le cas où un OR est désigné par votre fournisseur hors Europe, vous, qui à l'origine êtes censé être importateur, votre rôle va changer et vous allez devenir un utilisateur en aval. Qu'est-ce que ça change? Ça change que si un OR est désigné, que vous êtes utilisateur en aval, vous n'êtes plus dans l'obligation d'enregistrer, c'est le représentant exclusif qui va se charger de cette obligation-là. En général, si un OR est désigné, il est censé vous informer de ceci, mais il est fortement conseillé pour vous de posséder l'ensemble des pièces justificatives qui désignent cet OR et également que l'OR vous fournisse l'information sur le fait que c'est lui qui va gérer l'obligation d'enregistrement. De plus, le fait d'être en contact avec l'OR permet de pouvoir fournir les informations qui vont être relatives au tonnage à enregistrer, mais également aux utilisations à prendre en compte dans votre dossier d'enregistrement. Donc, vous voyez, l'importation peut être un cas un peu complexe. C'est pour ça que dans le cadre de l'enregistrement, on voulait faire ce slide un peu supplémentaire là-dessus. Donc, l'autre grosse procédure du règlement REACH, c'est la procédure d'autorisation. L'objectif de cette procédure, c'est de garantir la maîtrise des risques qui sont liés à l'utilisation des substances dites extrêmement préoccupantes ou substances SVHC. Donc. Et cette procédure vise aussi à substituer progressivement ces substances. Qui va être concerné par l'autorisation? Ça va être tous les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval. Les substances qui vont être concernées par cette procédure, ça va être toutes les substances identifiées comme étant SVHC, donc c'est les substances qui sont inscrites à la liste dite liste candidate. Et que se passe-t-il avec cette procédure? À partir de la liste candidate, l'ECA va hiérarchiser les substances qui, par la suite, seront incluses à la liste des substances soumises à autorisation. Cette liste, c'est l'annexe 14 du règlement REACH et cette recommandation est soumise à la Commission européenne. À titre d'information, la dernière recommandation de l'ECA, la 11e recommandation, a été publiée la semaine dernière sur le site de l'ECA et l'ECA recommande l'inclusion de 8 substances à la liste d'autorisation. Donc les différentes étapes de la procédure, j'ai repris ici un résumé fourni directement sur le site de l'ECA qui est assez clair à comprendre pour savoir comment se passe la procédure d'autorisation. Je l'ai indiqué dans ma première slide, la première phase, donc, c'est l'identification des substances extrêmement préoccupantes. Donc, dans ces cas-là, il y a un registre d'intention auquel notifie le fait de vouloir identifier une substance comme extrêmement préoccupante. Par la suite de cette notification, il y a la préparation d'un dossier relatif à ces substances extrêmement préoccupantes, un dossier annexe 15 REACH, qui est ensuite soumis à consultation publique. Et suite à cela, il y aura l'ajout des substances à la liste candidate et c'est dès lors qu'on va officiellement parler de substances extrêmement préoccupantes. La deuxième grosse phase, c'est de recommander l'inclusion des substances extrêmement préoccupantes à la liste candidate. La liste candidate est mise à jour 2 fois par an. Donc là, je reviens sur la deuxième phase, donc la recommandation. Donc ça passe d'abord par le projet de recommandation présenté par l'ECA et qui est d'abord soumis à consultation, puis à avis du comité des États membres. Et une fois ces étapes passées, donc il y a la recommandation finale qui est publiée. Donc c'est la recommandation, 11e recommandation qui a été publiée la semaine dernière.
Et suite à la décision de la commission, soit l'ensemble des substances de cette recommandation, soit quelques-unes seront incluses à la liste d'autorisation. À l'heure actuelle, la liste d'autorisation contient 59 substances, la dernière mise à jour datant du mois d'avril 2022. La dernière phase importante de la procédure d'autorisation, c'est donc le fait de devoir faire une demande d'autorisation et qui concerne donc les substances présentes à la liste d'autorisation. Une fois dans la liste d'autorisation, pour les substances, vous avez une date dite date d'échéance, ou en anglais sunset date, qui correspond à la date à partir de laquelle la substance ne pourra plus être sur le marché ou utilisée, sauf si une demande d'autorisation a été introduite et acceptée. La dernière phase vous explique comment se passe le schéma allant de la demande d'autorisation jusqu'à l'acceptation ou le refus de l'autorisation. Donc c'est la décision, il y a une consultation sur les demandes. Vous avez également des avis qui sont fournis par les deux comités de l'ECA, le comité d'évaluation des risques et le comité d'analyse socio-économique. Alors souvent, nous, on garde l'acronyme anglais, on dit comité RAC et CEAC par habitude. Et suite à cela, donc la décision de la commission et derrière les mises en œuvre de ces décisions. Donc là, sur la slide là, je vous ai mis un peu plus d'informations par rapport aux décisions des demandes d'autorisation. Donc une petite impression écran de à quoi ressemblent les décisions. Et ces décisions vont préciser les personnes à qui elle est octroyée. En l'occurrence, je crois l'exemple que j'ai pris, il y a trois entreprises, l'identité de la ou des substances concernées par l'autorisation, les utilisations pour lesquelles l'autorisation a été octroyée et éventuellement aussi les conditions particulières d'application. Et vous avez aussi une date qui correspond à la période de révision d'une période limitée. Donc vous n'avez pas l'autorisation qui est octroyée à vie. Et quelques mois avant la fin de cette période de révision, c'est 18 mois, un rapport de révision peut être introduit pour, on va dire, entre guillemets, prolonger l'autorisation. Alors souvent, le rapport de révision va simplement concerner tout ce qui est les parties de la demande initiale pour lesquelles il y a eu des modifications qui sont apportées et aussi pour reprendre certains éléments qui sont requis par le règlement REACH. Suite à l'octroi de cette autorisation, le titulaire de l'autorisation et l'utilisateur aval, le mention du numéro d'autorisation doit figurer sur l'étiquette de la substance. Et ceci du moment où vous avez la décision qui a été publiée. Pour les fournisseurs, les utilisateurs en aval doivent être informés via les fiches de données sécurité ou via une déclaration si la FDS n'est pas requise. Bon, après, c'est assez rare les substances dangereuses nécessitant la fourniture d'une FDS. Et dans le cadre des déclarants, mettre à jour le dossier d'enregistrement s'il y en a un pour prendre en compte les autorisations qui ont été accordées vis-à-vis de la substance concernée. Là, sur cette procédure-là, je vais refaire un petit point, revenir peut-être un petit peu en arrière par rapport aux substances SVHC, parce que, comme je l'ai indiqué, voilà l'acronyme à quoi ça correspond, mais l'identification des substances SVHC, c'est le premier point et la première étape dans la procédure d'autorisation. Mais le simple fait d'être identifié substance extrêmement préoccupante entraîne certaines obligations que je vais mentionner juste après. Mais tout d'abord, les substances qui vont être concernées seront tout ce qui est substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, catégorie 1A, 1B, les substances persistantes bioaccumulables toxiques et très persistantes très bioaccumulables, ainsi que les substances considérées comme ayant un niveau de préoccupation équivalent. L'exemple le plus souvent reporté concerne tout ce qui est substances considérées comme perturbatrices endocriniennes. Concernant les substances dans les SVHC, leurs obligations sont notamment relatives à leur présence dans les articles. Là, juste une petite slide rapide donnant la définition de ce qu'est un article et des exemples de ce qu'est des articles. Donc, mes collègues ayant travaillé sur le projet Life Ask Rich, pour lequel on a fait des présentations les années précédentes, reconnaîtront leur logo. Donc, je me suis permis de leur emprunter ces petits logos pour vous donner un aperçu de ce que peut être considéré, les objets pourraient être considérés comme des articles. Donc, les substances extrêmement préoccupantes et le fait qu'elles soient présentes dans les articles entraîne donc des obligations, 3 obligations en particulier, qui sont l'obligation d'enregistrement
requis pour tous les importateurs et tous les producteurs d'articles, dans le cas où ces substances sont présentes à des quantités supérieures à 1 tonne par an par producteur ou importateur. Et la substance est destinée à être jetée de manière intentionnelle. Donc ça, c'est les conditions pour l'enregistrement des substances présentes dans les articles. La notification, donc ça va concerner tout ce qui est substance SVHC, et là c'est requis également toujours pour tous les producteurs importateurs, dans le cas où on est toujours avec des quantités supérieures à 1 tonne par an, et si la concentration de cette substance est supérieure à 0,1% masse par masse. Alors, chose à retenir sur ces deux obligations, c'est que l'ensemble des critères mentionnés par les règlements REACH doivent être remplis pour enclencher les obligations. C'est-à-dire si dans les deux cas, vous avez un point qui n'est pas rempli, les obligations ne s'appliquent pas. Et la dernière obligation, qui elle, le plus souvent s'applique dans le cadre des substances dans les articles, c'est la communication sur la présence de CSVHC dans les articles, et notamment obligation qui est enclenchée lorsque la concentration est supérieure à 0,1% masse par masse. Et attention aussi à prendre en compte le fait qu'il y ait une autorisation ou une restriction, donc procédure, je vais rapidement présenter juste après. Là, j'ai pas précisé, il y a également une autre obligation concernant les substances extrêmement préoccupantes dans les articles, mais qui n'est pas mentionnée ici puisqu'elle est relative à la directive 4 sur les déchets. Donc, je ne rentrerai pas plus dans le détail sur ce sujet-là. La procédure de restriction, donc cette procédure-là vise à limiter tout ce qui est la fabrication, utilisation, mise sur le marché de substances qui peuvent entraîner un risque inacceptable pour la santé et l'environnement et pour laquelle une action communautaire est nécessaire. Ça concerne tous les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval. C'est les États membres ou les cas sur demande de la Commission européenne qui introduisent des propositions de restriction. Et dès lors où un industriel veut mettre sur le marché ou utiliser une substance qui est inclue à la liste des restrictions et qui correspond à l'annexe 17 du règlement REACH, il doit se conformer aux conditions qui y sont décrites. Donc là également, je vous ai repris le schéma fourni par l'ECHA sur les différentes étapes de la procédure de restriction qui, dans sa première phase, fonctionne comme pour les substances SVHC. Donc, le lancement de la procédure notifiait l'intention de restreindre une ou un groupe de substances pour certaines utilisations au niveau du registre d'intention et d'élaborer le fameux dossier annexe 15, mais spécifique à la restriction. Donc, il y a une phase de consultation sur ce rapport et également sur le projet d'avis du comité d'évaluation, comité d'analyse socio-économique de l'ECHA. Donc, il y a une phase aussi d'élaboration où on a l'avis du CEAC, mais également l'avis du comité d'analyse des risques. Et suivant ces avis, donc une décision de la commission est prise sur la restriction, qui est également publiée via un règlement au journal officiel. Et une fois publiée, il faut respecter la restriction et la mise en œuvre de cette restriction. Et la dernière grosse procédure du règlement REACH, qui est l'évaluation, qui cette fois comporte deux aspects. D'abord, l'évaluation des dossiers d'enregistrement. Donc ça, c'est l'évaluation faite par l'ECHA et qui se divise en deux types d'évaluation, qui est celui du contrôle de conformité des dossiers, qui vise à s'assurer de la conformité et de la qualité des dossiers d'enregistrement et des informations qui sont fournies vis-à-vis de ce qui est requis par REACH. On va dire il y a à peu près 5% des dossiers qui sont évalués par bande de tonnage. Suite à cette évaluation, vous avez un type d'évaluation qui est celle des propositions d'essai, qui là a pour but de produire des informations fiables et adéquates concernant les substances, mais surtout d'éviter les essais inutiles sur animaux. À savoir que toute proposition qui est effectuée dans le cadre d'un dossier d'enregistrement REACH est évaluée par l'ECHA. Suite à ces évaluations, vous allez avoir un certain nombre de décisions qui vont être prises. Alors, dans le cas des contrôles de conformité, soit il n'y aura aucune mesure qui seront imposées aux déclarants vis-à-vis de leur dossier d'enregistrement, ou il y aura la décision prise par l'ECHA de demander des informations supplémentaires sur la substance enregistrée. Dans le cas de l'évaluation des propositions d'essai, donc soit la proposition est acceptée sans aucune autre condition, mais elle peut être acceptée avec un certain nombre de conditions supplémentaires. Et il y a aussi le rejet de la proposition qui est possible. À savoir qu'elle soit acceptée ou rejetée, il y a la décision également qui peut être prise de modifier les conditions avec obligation de fournir un ou plusieurs autres essais.
Et l'autre côté de l'évaluation, c'est celle de l'évaluation des substances qui, elle, est effectuée par les autorités compétentes des États membres. L'objectif ici, c'est d'évaluer les informations disponibles sur les substances et de vérifier les préoccupations qu'une substance peut avoir vis-à-vis de la santé humaine ou de l'environnement. La cible, donc, c'est tout ce qui sont substances enregistrées et qui sont sélectionnées et listées dans la liste dite du Community Rolling Action Plan ou plus simplement le CORAP. C'est une liste qui est fournie tous les ans, à savoir qu'une fois qu'une substance est listée au CORAP, les États membres ont 12 mois pour évaluer ces substances. Et dans ce cas-là, les décisions peuvent aller soit aucune demande supplémentaire d'information n'est nécessaire, soit également, il peut être demandé aux déclarants de fournir des informations supplémentaires pour voir s'il est nécessaire d'aller vers des actions plus poussées. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire le tour un peu rapide du règlement REACH, en espérant déjà que ça donnait un bon aperçu sur ce sujet-là.